Vous connaissez ce sentiment lorsque vous essayez de négocier avec votre femme ou votre petite amie et que, quoi que vous disiez, elle a toujours raison? Vous avez à peine commencé et elle a déjà gagné. Et votre patron? C'est la même chose. Vous avez une idée géniale, mais avant même que vous ayez fini de parler, il l'a rejetée en vous donnant 10 raisons pour lesquelles elle ne fonctionnera pas. C'est comme si je me demandais à quoi bon essayer. C'est pourquoi j'ai lu l'ouvrage Getting Past No de William Ury, cofondateur du Harvard Negotiation Project. Il s'y connaît en matière de gestion des personnes difficiles. Son livre traite de la transformation de ces discussions frustrantes et sans issue en solutions qui satisfont les deux parties. Dans cette vidéo, je vais vous présenter 5 étapes pratiques tirées de son livre. Vous pouvez commencer à les appliquer dès maintenant, même avec les personnes les plus têtues et les moins coopératives. Ne réagissez pas, allez au balcon. Lorsque nous sommes confrontés à une situation difficile, que faisons-nous? Normalement, nous ne réfléchissons pas, nous réagissons simplement. Demandez à un mari pourquoi il crie et il vous répondra « parce qu'elle crie ». Demandez à la femme pourquoi et elle répondra la même chose « parce qu'il crie ». Nous réagissons généralement de 3 façons. 1. Riposter. Lorsque quelqu'un vous attaque, vous avez envie de riposter. 2. Abandonner. Votre adversaire vous met tellement la pression que vous lui donnez ce qu'il veut juste pour en finir. 3. S'éloigner. Divorcer, démissionner, quitter ou couper les ponts. Parfois, s'éloigner est le bon choix. Cependant, si vous rompez toujours, vous n'arriverez jamais à rien, car vous recommencerez toujours. Parmi ces 3 réactions, laquelle est la meilleure? Aucune. L'auteur a dit que la première étape d'une négociation difficile est la suivante. Ne réagissez pas, allez sur le balcon. Aller sur le balcon est une métaphore du détachement. Il s'agit de prendre mentalement ses distances par rapport à ses réactions et émotions naturelles. Voici comment procéder. Trouvez une excuse rapide et naturelle pour faire une pause, par exemple en allant aux toilettes, en prenant un café ou en sortant prendre l'air. Pendant que vous êtes sur le balcon, posez-vous la question suivante. Qu'est-ce que je veux vraiment ici? Quel est mon but ultime? Rappelez-vous que le but n'est pas de gagner un argument ou de prouver que quelqu'un a tort. Il s'agit d'atteindre vos intérêts les plus profonds. Mais voilà, la négociation est une voie à double sens. Vous ne pouvez pas vous contenter de vous concentrer sur ce que vous voulez, vous devez aussi penser aux intérêts de votre adversaire. Par exemple, votre patron peut hésiter à approuver l'augmentation de votre budget parce qu'il veut paraître financièrement responsable devant le conseil d'administration. Il pense que cette image l'aidera à devenir président de la société. Depuis le balcon, évaluez donc calmement le conflit, presque comme si vous étiez une tierce personne. Examinez les deux parties et trouvez un moyen de résoudre le problème qui convienne aux deux parties. Étape 2. Se mettre de leur côté. Bon, vous êtes allé au balcon, vous vous êtes rafraîchi et vous avez déterminé ce que vous vouliez vraiment. Il est maintenant temps de vous concentrer sur votre adversaire. Mais voilà, vous ne pouvez pas résoudre un problème si l'autre personne est trop en colère, sur la défensive ou contrariée pour vous écouter. Avant même de discuter un problème, vous devez donc la calmer. Mais comment faire? En vous mettant de son côté. Je comprends, se ranger de leur côté peut sembler la dernière chose à faire avec une personne difficile, mais il y a un hic, c'est aussi la dernière chose qu'ils s'attendent à ce que vous fassiez. C'est pourquoi cela fonctionne si bien. Si vous voulez qu'ils vous écoutent, commencez par les écouter. Si vous voulez qu'ils soient d'accord avec vous, commencez par être d'accord avec eux chaque fois que vous le pouvez. Décomposons cela en 4 conseils pratiques. Conseil numéro 1, écoutez. Lorsque votre adversaire est contrarié, le meilleur cadeau que vous puissiez lui faire est de l'écouter. Ne l'interrompez pas, même si vous pensez qu'il a tort ou qu'il est déraisonnable. Lorsqu'il a terminé, demandez-lui calmement s'il souhaite ajouter quelque chose. Encouragez-le à partager tout ce qui le dérange en disant des choses comme « Oui, continuez s'il vous plaît » ou « Alors que s'est-il passé ?» Une fois que vous l'aurez écouté, il deviendra probablement moins réactif, plus rationnel et plus ouvert à ce que vous avez à dire. Les négociateurs efficaces écoutent bien plus qu'ils ne parlent. Et voici la clé. Écouter ne signifie pas être d'accord. Il ne s'agit pas de dire « vous avez raison ». Vous dites simplement « je comprends ce que vous ressentez ». Ce petit changement permet d'instaurer la confiance et de désamorcer les tensions. Conseil numéro 2, dites « je suis désolé » chaque fois que c'est nécessaire. C'est l'une des choses les plus simples à faire, mais nous l'oublions souvent dans les négociations.
Supposons que vous ayez manqué une échéance ou livré un produit défectueux et que vous vous apprêtiez à négocier. Votre adversaire est contrarié. Avant toute chose, commencez par vous excuser. Dites « Je suis désolé, j'ai tout gâché ». Si vous ne vous excusez pas, cette négativité continuera à se manifester et à affecter la négociation. En vous excusant, vous désamorcez la négativité et aidez votre adversaire à se concentrer sur la recherche d'une solution. Ne vous inquiétez pas, le fait de vous excuser ne vous fait pas paraître faible, il montre votre force. Conseil numéro 3. Montrez du respect à votre adversaire. Un moyen simple d'y parvenir est de reconnaître son autorité et sa compétence. Supposons que vous essayez de persuader un patron difficile de changer d'avis sur un problème professionnel. Il peut avoir l'impression que vous remettez en cause son autorité ou ses compétences. Dans ce cas, il réagira en devenant plus réticent à ce que vous avez à dire. Pour le rassurer sur le fait que vous ne le remettez pas en cause personnellement, commencez par dire quelque chose comme « C'est vous le patron » ou « Je respecte votre autorité ». Conseil numéro 4, dites « oui » et au lieu de « mais ». Maintenant que vous avez calmé votre adversaire, il est temps de lui faire part de votre point de vue, sans déclencher de dispute. La clé, évitez de dire « mais ». Par exemple, si un client vous dit « Votre prix est trop élevé », il est tentant de répondre « Mais notre produit est de la meilleure qualité ». Essayez plutôt ceci. Oui, vous avez tout à fait raison de dire que notre prix est plus élevé. Et c'est parce que nous utilisons des matériaux de premier choix pour offrir la meilleure qualité. Voyez-vous la différence? En disant « oui » et vous reconnaissez leur point de vue et vous ajoutez le vôtre, sans leur donner l'impression qu'ils ont tort. Étape 3. Changez le jeu, ne rejetez pas, recadrez. Vous vous êtes rangé de leur côté, vous avez calmé le jeu et ouvert un dialogue positif. Mais que se passe-t-il si, malgré tout cela, votre adversaire refuse toujours de coopérer? Peut-être reste-t-il sur ses positions, refuse-t-il de collaborer, voire vous attaque-t-il? Que faites-vous alors? Vous changez le jeu. Au lieu de rejeter sa position, vous recadrez la conversation. Le recadrage permet de passer de l'argumentation à la résolution de problèmes. C'est comme si vous disiez « Arrêtons de nous battre pour savoir qui a raison et trouvons ce qui nous convient à tous les deux ». Voici 3 techniques que vous pouvez utiliser. 1. Demandez conseil à votre adversaire. Cela peut sembler contre-intuitif, mais demander conseil à votre adversaire est l'une des décisions les plus intelligentes que vous puissiez prendre, surtout s'il se sent supérieur à vous en termes d'âge, de connaissances, de richesse ou de pouvoir. Voici pourquoi cela fonctionne. Vous le prenez au dépourvu. Cela stimule leur ego et leur donne l'impression d'être respectés et appréciés. Cela les incite à participer à la résolution du problème en déplaçant leur attention de « moi contre toi » à « comment pouvons-nous résoudre ce problème ?» La plupart des adversaires ne résisteront pas à l'envie de donner des conseils. Ce faisant, ils commenceront naturellement à voir la situation sous un angle plus large. Supposons par exemple que vous soyez propriétaire d'une petite entreprise et que vous négociez avec un fournisseur qui refuse de baisser ses prix. Au lieu d'argumenter, vous pourriez dire « Vous travaillez dans ce secteur depuis bien plus longtemps que moi. Que me suggéreriez-vous de faire pour que cela fonctionne pour nous deux ?» En demandant « Que me suggérerais-tu de faire ?» vous lui demandez son avis. Il y a de fortes chances qu'il vous propose quelques idées. Il vous dira peut-être « Si vous commandez de plus grandes quantités, je pourrais vous accorder une remise. » Ou peut-être pouvez-vous adapter le calendrier de livraison afin de réduire mes coûts logistiques. Cette approche ouvre la voie à des solutions créatives, ce qui donne aux deux parties le sentiment d'avoir gagné quelque chose. Demander des conseils donne à votre adversaire l'impression d'être important, car cela montre que vous respectez son expertise et son autorité. 2. Demandez pourquoi. Découvrez leurs intérêts. Déplacez l'attention de votre adversaire de ce qu'il dit vouloir, sa position, vers la raison pour laquelle il le veut, son intérêt. Les positions sont des choses superficielles que votre adversaire exige, comme de l'argent, des chiffres ou des conditions. Les intérêts, en revanche, sont plus profonds. Ce sont les besoins, les désirs ou les craintes qui motivent ses demandes. Ne rejetez donc pas sa position. Au contraire, reconnaissez-la et demandez-lui pourquoi. Pourquoi veut-il ce qu'il veut? Prenons un exemple. John, propriétaire d'une petite entreprise, demande à Dan, son meilleur employé, « Pourquoi veux-tu quitter ton emploi ?»« Parce que j'ai besoin de plus d'argent pour subvenir aux besoins de mes parents âgés et que leurs frais médicaux ont augmenté récemment. » En creusant un peu, John découvre que Dan ne veut pas seulement un meilleur salaire, il a aussi besoin d'une stabilité financière pour s'occuper de sa famille. John ne peut pas répondre à la demande d'augmentation de Dan
alors il propose une solution. Un horaire flexible pour que Dan puisse prendre un emploi secondaire ou des projets en freelance pour gagner de l'argent supplémentaire. Cette solution répond à la préoccupation profonde de Dan, qui décide donc de rester dans l'entreprise. Cette simple question permet de déplacer la conversation de ce qu'il veut à ce qui compte vraiment pour lui, ouvrant ainsi la voie à une meilleure solution. 3. Demandez-vous « et si ?» Supposons que vous dirigiez une petite entreprise avec votre ami et que vous essayez de décider où ouvrir votre prochain magasin. Votre ami insiste pour ouvrir dans une ville voisine parce qu'il la connaît, mais vous pensez qu'une expansion dans une région entièrement nouvelle offrirait plus d'opportunités. Au lieu de rejeter son idée d'emblée, vous pourriez lui dire « c'est une possibilité ». Ensuite, utilisez « et si » pour discuter d'autres options, comme par exemple « et si nous menions une enquête pour déterminer quel est le lieu le plus demandé ?» Vous avez d'autres idées ? Dans toute négociation, si votre adversaire commence à critiquer vos options, vous pouvez dire « J'aimerais entendre votre critique, mais pouvons-nous la reporter jusqu'à ce que nous ayons toutes les options sur la table ?» Et il y a encore une chose que je voudrais souligner. Que se passe-t-il si, malgré tous vos efforts pour trouver un accord, l'autre personne vous dit « c'est à prendre ou à laisser » ou « vous avez jusqu'à 17 heures où l'accord est annulé ». Vous ne pouvez pas savoir s'il est sincère ou s'il bluffe. Testez donc son sérieux en ignorant son attitude. Continuez à parler du problème comme si vous n'aviez pas entendu ce qu'il a dit ou changez carrément de sujet. S'il est sérieux, il répétera son message. Parfois, vous pouvez même tourner l'obstruction de votre adversaire à votre avantage. Supposons par exemple que vous teniez une boulangerie et que vous négociez avec un client qui souhaite commander un gros gâteau pour un mariage. Le client vous dit « J'en ai besoin pour samedi matin, pas d'excuses ». Au lieu de vous rebiffer et de vous sentir sous pression, vous pourriez répondre « Pour respecter votre délai, j'aurais besoin de votre aide. Pouvez-vous faire en sorte que quelqu'un vienne chercher la commande à notre boulangerie ?» Étape 4. Facilitez la réponse. Construisez-leur un pont d'or. Même après avoir calmé votre adversaire et créé un environnement positif, la négociation peut encore échouer. Pourquoi ? Parce qu'il existe 4 obstacles cachés qui empêchent les gens de se mettre d'accord. 1. Ce n'est pas leur idée. 2. Intérêt non satisfait. Un sujet qui leur tient à cœur n'est pas abordé. 3. La peur de mal paraître. Ils ne veulent pas perdre la face devant les autres. 4. Trop vite. Ils se sentent pressés ou sous pression. Si vous ne tenez pas compte de l'un de ces aspects, ils s'accrocheront. Votre tâche consiste à construire un pont d'or qui leur permette de dire oui facilement et de manière attrayante. Voici comment lever chaque obstacle. Premièrement, pour contrer le sentiment de votre adversaire que l'accord n'est pas son idée, vous devez l'impliquer dans le processus. L'une des erreurs les plus fréquentes dans une négociation est d'annoncer que l'on a trouvé la solution au problème. Si votre adversaire n'a aucun rôle à jouer dans l'élaboration de la solution, il est probable qu'il rejettera la proposition. Les gens voient les choses différemment lorsqu'ils sont impliqués. La façon la plus simple d'impliquer votre adversaire est de lui demander ses idées. Cela ne signifie pas que vous devez être d'accord avec tout ce qu'il propose. Sélectionnez celles qui sont raisonnables et orientez la conversation dans la direction que vous souhaitez. Par exemple, il est plus facile d'amener votre patron à changer de position si vous lui dites « J'ai eu cette idée à partir d'une chose que vous avez dite lors de la réunion de l'autre jour. » Au fur et à mesure que vous développez les idées, demandez-lui son avis. C'est un peu comme si vous peigniez un tableau ensemble. Votre adversaire fait quelques traits et vous en ajoutez aussi. Si votre adversaire refuse de partager ses idées ou ses commentaires, essayez de l'impliquer en lui proposant une liste d'alternatives. Une fois qu'il a fait son choix, l'idée devient la sienne. 2. Satisfaire les intérêts non satisfaits. Pour illustrer ce point, permettez-moi de vous donner un autre exemple. Une femme est enthousiaste à l'idée de prendre des vacances reposantes à la plage, mais son mari veut rendre visite à ses parents dans une autre ville. Ils vont et viennent, ne parvenant pas à se mettre d'accord, et la tension commence à monter. Frustrée, la femme finit par demander « Pourquoi est-ce si important pour toi de rendre visite à tes parents cette fois-ci ? Nous les avons vus il y a quelques mois à peine. » Le mari hésite puis dit « Il ne s'agit pas seulement de leur rendre visite. Mon père a des problèmes de santé et je pense que je devrais être là pour l'aider. De plus, je ne veux pas qu'il pense que nous donnons la priorité aux vacances plutôt qu'à la famille. » En entendant cela, la femme se rend compte des intérêts non satisfaits de son mari. Il veut se sentir comme un fils responsable. Forte de cette nouvelle compréhension, elle change d'approche. Elle dit « D'accord, je comprends ce que tu veux dire. Et si nous partagions les vacances ?
Nous pourrions d'abord passer quelques jours avec tes parents, puis prendre un peu de temps pour nous après. Comme ça, tu pourras aller voir ton père et on pourra quand même se détendre ensemble. Cela te paraît-il équitable ? Ce compromis reconnaît les intérêts du mari, être un fils responsable tout en offrant à la femme les vacances qu'elle souhaite. En tenant compte des intérêts non satisfaits du mari, il trouve une solution qui convienne à tous les deux. 3. Aidez votre adversaire à sauver la face. Il se peut que votre adversaire veuille sincèrement accepter le marché, mais qu'il craigne de paraître stupide ou inexpérimenté devant d'autres personnes, comme son patron, sa famille ou ses amis. C'est à vous de faire en sorte qu'il accepte plus facilement en veillant à ce qu'il fasse bonne figure aux yeux de ces personnes. Imaginez un propriétaire de petite entreprise qui négocie avec un client mécontent du prix d'un nouveau service. Le client dit « Si j'accepte cela, mon équipe pourrait penser que je dépense trop ou que je ne négocie pas assez. » Le chef d'entreprise répond « Je comprends parfaitement. Et si nous concevions cela comme un programme pilote ? Vous pouvez le présenter à votre équipe à titre d'essai pour en évaluer la valeur avant de vous engager à long terme. De cette façon, vous montrerez que vous êtes prudent et stratégique dans vos dépenses. En formulant l'offre de cette manière, le client peut donner son accord sans craindre de mal paraître devant son équipe, ce qui lui permet de dire oui plus facilement. Numéro 4. Allez lentement pour aller vite. Pour garder votre adversaire à bord, vous devez ralentir et lui donner le temps de réfléchir. Lorsque les choses sont précipitées, les gens sont plus enclins à dire non parce que c'est l'option la plus facile. Dans les négociations, il est important de ralentir, de donner à votre adversaire le temps de réfléchir et de s'assurer qu'il est à l'aise avec la décision. Si nécessaire, passez soigneusement en revue chaque point de la négociation. Permettez-lui de poser des questions ou de faire part de ses préoccupations. Récapitulons l'étape 4. Construire un pont d'or ne consiste pas seulement à proposer une bonne affaire à votre adversaire. Vous avez également besoin de ces 4 éléments. Premièrement, impliquez-le dans la création de la solution. Deuxièmement, répondez à ses besoins non satisfaits, tels que la reconnaissance ou le désir d'être responsable. Troisièmement, aidez-le à sauver la face afin qu'il puisse faire bonne figure devant les autres. Enfin, allez lentement pour aller vite. Ne précipitez pas le processus. Étape 5. Rendez difficile le fait de dire non. Ramenez-les à la raison, ne les mettez pas KO. Que se passe-t-il s'ils refusent toujours de se mettre d'accord malgré tous les efforts que vous avez déployés au cours des étapes précédentes ? Un conjoint menace de divorcer, une entreprise poursuit un client ou un syndicat se met en grève. Que devez-vous faire ? Vous devez éduquer votre adversaire. S'il refuse d'accepter, c'est souvent parce qu'il pense qu'il peut gagner. Il pense que son plan de secours ou BATNA est meilleur que ce que vous proposez. Il doit comprendre que le conjoint qui menace de divorcer risque de se retrouver avec une maison vide, que l'entreprise qui tente un procès risque de perdre un client fidèle et que le syndicat qui fait grève risque de mettre l'entreprise en faillite. Votre tâche consiste à aider votre adversaire à comprendre qu'il a mal calculé ce qui est le mieux pour lui. Mais ne le forcez pas à accepter. Amenez-le à faire un choix qui vous convienne à tous les deux. Voici comment vous pouvez éduquer votre adversaire. Tout d'abord, informez votre adversaire des conséquences en lui posant la question suivante. Que pensez-vous qu'il se passera si nous ne sommes pas d'accord ? Par exemple, en 1979, Chrysler était au bord de la faillite et son président Lee Iacocca devait convaincre le Congrès d'approuver un prêt. De nombreux législateurs s'y opposent, estimant que le gouvernement n'a pas à renflouer les entreprises privées. Pour les faire changer d'avis, Iacocca leur a rappelé les conséquences. Il a déclaré « Cela aiderait-il le pays si Chrysler fermait ses portes et si des milliers de personnes perdaient leur emploi du jour au lendemain ? Serait-il vraiment bon que ces emplois soient transférés dans un autre pays ?» Il a également souligné le coût financier, expliquant que les licenciements coûteraient au gouvernement 2,7 milliards de dollars en indemnités de chômage et en prestations sociales, soit plus que la garantie de prêt elle-même. En montrant les conséquences, Iacocca a convaincu le Congrès d'approuver le prêt de 1,5 milliard de dollars. Ils ont compris que sauver Chrysler, c'était aussi sauver des emplois pour leurs électeurs. Une autre question simple que vous pouvez poser pour sensibiliser votre adversaire est la suivante. Que ferez-vous ? Que ferez-vous si nous ne sommes pas d'accord ? Combien cela vous coûtera-t-il ? Cela répondra-t-il à vos besoins ? Les gens ont tendance à exagérer leur BATNA, alors creusez un peu pour en découvrir les inconvénients. Vous pouvez bien sûr porter l'affaire devant les tribunaux, mais combien de temps cela prendra-t-il et qu'en est-il des frais de justice ? Et même si vous êtes sûr d'avoir raison, un jury sera-t-il forcément de votre avis ? Admettons que vous ayez remporté le marché et ramené votre adversaire à la raison.
Ne vous réjouissez pas tout de suite. Assurez-vous que l'autre partie est également satisfaite. N'oubliez pas que l'objectif n'est pas de battre votre adversaire, mais de trouver une solution qui vous convienne à tous les deux. Même après avoir trouvé un accord, le travail n'est pas terminé. Vous devez encore veiller à ce que l'accord soit mis en œuvre sans heurts. Si votre adversaire quitte la table avec des sentiments amers, il risque de ne pas appliquer l'accord correctement. Il est dans votre intérêt de veiller à ce qu'il se sente satisfait à la fin de la négociation. Soyez généreux à la toute fin. Comme l'a dit un négociateur d'otages professionnel, nous gardons une certaine flexibilité à la fin parce que nous aimons qu'il gagne le dernier round. Nous sommes plus faciles à la fin que ce à quoi ils s'attendent parce que nous voulons qu'ils pensent qu'ils ont bien fait. Si votre adversaire se sent bien dans l'accord, il s'y tiendra, fera sa part du travail de bonne volonté et sera plus enclin à retravailler avec vous. Après une négociation difficile, vous pouvez avoir l'impression de ne plus jamais vouloir traiter avec votre adversaire. Mais si vous avez besoin qu'il respecte l'accord, il est essentiel de maintenir une bonne relation de travail. Si vous craignez qu'il ne respecte pas l'accord, voici 2 conseils. Tout d'abord, concevez l'accord de manière à minimiser vos risques. Construisez l'accord de manière à ne pas avoir à vous acquitter de vos obligations tant que le vendeur n'a pas rempli les siennes. Par exemple, si vous achetez quelque chose, retardez les paiements ou mettez-les sous séquestre jusqu'à ce que le vendeur vous livre tout ce qu'il vous a promis et que vous l'ayez vérifié. Pour vous protéger davantage, incluez des garanties dans le contrat. Par exemple, au lieu de faire confiance à la promesse de quelqu'un d'acheter votre maison ou votre entreprise, demandez un acompte non remboursable. Vous pouvez également faire en sorte qu'il soit plus difficile pour votre adversaire de faire marche arrière en impliquant d'autres personnes. Obtenez la signature de personnes clés de son camp, invitez les personnes qui lui sont chères à assister à la transaction, voire annoncez-la publiquement. Ne laissez pas votre adversaire considérer vos doutes comme une attaque personnelle. S'il vous dit « Faites-moi confiance », répondez-lui « Bien sûr que je vous fais confiance » et expliquez-lui qu'il s'agit simplement d'une pratique courante. Le deuxième conseil est de prévoir les problèmes à l'avance. Prévoyez dans l'accord ce qu'il faut faire si quelqu'un ne le respecte pas. Avant de terminer, je voudrais vous raconter une histoire. Un homme a laissé 17 chameaux à ses 3 fils. Il a dit que l'aîné en recevrait la moitié, celui du milieu un tiers et le plus jeune un 9e. Mais voici le problème. 17 ne peut être divisé par 2, 3 ou 9. Les frères discutent mais ne trouvent pas de solution. Finalement, ils s'adressèrent à une vieille femme sage. Elle sourit et dit « Prends mon chameau et tu verras ce qui se passera. » Ils avaient maintenant 18 chameaux. L'aîné en prit la moitié, 9 chameaux. Celui du milieu prit un tiers, 6 chameaux. Le plus jeune prit un 9e, 2 chameaux. 9 plus 6 plus 2 égale 17. Les frères ont reçu leur héritage et la femme sage a récupéré son chameau. La leçon à tirer ? Les négociations peuvent sembler impossibles, comme le partage de 17 chameaux. Mais prendre du recul, comme aller sur le balcon, peut vous aider à trouver des solutions créatives, votre 18e chameau. Si vous voulez en savoir plus sur les solutions créatives dans les négociations, regardez la vidéo sur votre écran. Il s'agit d'un résumé d'un autre livre fantastique, Getting to Yes. Merci de votre attention. À bientôt!